La conférence de Munich, le ton a largement tranché entre Marco Rubio cette année et J.D. Vance l'année dernière. Mais est-ce que c'est vraiment différent sur le fond? On va voir ça avec Alexis Kerklis-Marché. Bonjour, directeur général délégué d'Act Advisory. Vous avez suivi les différents discours. C'est vrai qu'il y a eu quand même un côté, on a été un peu rassuré. Mais quand on regarde quand même le fond du discours de Marco Rubio, c'est pas très différent finalement de celui de l'année dernière. Alors c'était quand même un discours qui est attendu, il fallait le dire, c'était vraiment un discours attendu. Pourquoi? Parce que, on le sait, la conférence de Munich sur la sécurité, MSC en anglais, c'est devenu le rendez-vous incontournable de la géopolitique mondiale. Ça l'est devenu depuis, une grosse année. Pourquoi? Parce que, en réalité, cette conférence, elle existe depuis 1963. Mais l'année dernière, on a vu cette sortie de J.D. Vance, le vice-président américain, et il y avait une attente cette année, c'était le secrétaire d'État, et on s'attendait évidemment à quelque chose d'un peu différent. On l'a eu, c'est vrai, vous l'avez dit. Le ton a changé. Après la violence de Vance l'année dernière, très anti-européenne, après un Davos 2026 que vous avez suivi en direct, où l'Amérique est apparue menaçante, on était en pleine crise du Groenland, et l'Amérique est apparue arrogante, donnant des leçons aux Européens, le discours de Rubio, beaucoup plus conciliant sur la forme. Il a parlé de son propre héritage européen, il a parlé de ce qu'il devait à l'Europe. Il a utilisé des expressions très fortes. Il a dit « nous serons toujours un enfant de l'Europe ». Il a rappelé l'importance des liens indissolubles entre les États-Unis et l'Europe, que ce soit sur le plan économique, militaire, spirituel ou culturel. Et alors il a cité, il a fait plaisir aux Européens, il a parlé de la civilisation occidentale en parlant de Mozart, de Beethoven, de Dante, de Shakespeare, de Michel-Ange, de la Chapelle Sixtine ou des Beatles. Il a parlé aussi du sang et des morts côte à côte sur les champs de bataille, notamment en Afghanistan. C'était un peu le contre-pied, la référence à la déclaration de Donald Trump. Et j'ai compté, plus de 20 fois, il utilise le mot « ensemble ». Voilà, c'était presque anaphorique, il a utilisé « ensemble, nous allons faire ensemble ». La salle, à la fin, a salué avec un enthousiasme non fin. Il y a eu vraiment une standing ovation et Wolfgang Ischinger, qui est le président actuel de la conférence de Munich, a évoqué lui-même devant Marco Rubio un soupir de soulagement. Voilà. Donc ça, c'est sur la forme, évidemment. Annalisa. Alors lui, il a parlé de deux civilisations qui sont liées. En réalité, c'est exactement l'inverse qu'on lit dans la stratégie de sécurité des États-Unis, où là, on parle de l'Europe comme d'une civilisation qui est sur sa fin, qui est déjà condamnée. Comment expliquer ce contraste? Alors, il y a plusieurs lectures possibles. Il y a une lecture qui est une lecture, on va dire, plutôt bienveillante à l'égard des propos de Marco Rubio, où il rappelle que l'Europe, effectivement, est une grande civilisation, mais qu'elle doit se réveiller, sous-entendu, à l'instar de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de propos qu'il tient qu'on peut comprendre et qu'il faut écouter quand il parle de nos désillusions sur l'ordre international, sur les dérives du libre-échange, sur la désindustrialisation, sur la perte de contrôle des chaînes d'approvisionnement critiques au profit de pays rivaux, quand il parle de la perte de souveraineté ou de nos États-providence massifs. On dépense beaucoup pour l'État-providence, mais pas assez pour la défense. Sur le, je cite, culte climatique, qui nous a imposé des politiques énergétiques qui ont appauvri nos peuples, ou encore, je cite là encore, les migrations de masse qui menacent la cohésion de nos sociétés, ou la continuité de notre culture. Eh bien ça fait un écho, ça trouve un certain écho dans les sociétés européennes. Je crois qu'il faut aussi avoir une lecture plus critique, presque plus cynique, parce que d'une certaine façon, Marco Rubio a joué ici un peu le rôle du good cop, là où J.D. Vance joue le rôle du bad cop, le gentil versus le méchant. On peut dire que c'est qu'une question de forme. D'ailleurs, juste après Munich, où il n'est pas resté très longtemps, il est parti où? À Budapest et à Bratislava, c'est-à-dire rencontrer les deux leaders les plus pro-Poutine, les deux plus pro-Trump, les deux plus anti-européens, que sont Viktor Orban et Robert Fico. Voilà. Donc il y a ces deux lectures, il y a sans doute un peu des deux, mais il faut quand même garder une forme de lucidité quand on est européen. Et Alexis, quand même, à Bratislava, il s'est défendu sur cette idée de vassalisation de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, alors que c'était quand même assez clair dans son discours de Munich. Il disait mettez-vous derrière nous et puis suivez-nous c'est vrai. Dans notre idéologie. C'était vraiment ça. C'est une révolution est en cours aux États-Unis. Nous sommes les plus lucides, nous avons compris les changements du monde. Nous vous aimons, mais suivez-nous, faites comme nous. Et donc, faites comme nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous les Européens, vous n'avez pas encore compris ce qui est en train de se passer. Vous n'êtes pas assez réaliste sur les changements du monde. Nous avons compris tout ce qui menace à la fois notre sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Nous sommes des alliés, suivez-nous. Et donc c'est un discours qui est, assez, encore une fois, assez cynique presque, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. Il y a aussi une lecture très politique, et certains l'ont relevé. Marco Rubio est en train, probablement,
d'inscrire une future campagne politique. Il avait déjà en 2016... Et il a un ennemi, c'est J.D. Vance. Et un ennemi qui est J.D. Vance. Il avait déjà en 2016 concouru pour les primaires américaines. Bon, il avait été éliminé pendant les primaires. On lui prête un destin dans l'ère post-Trump. Il est aussi, d'une certaine façon, en train de préparer cette ère post-Trump. Et donc, il marque son terrain en disant, moi, au moins avec les Européens, je m'entends. Annalisa. Il y a eu aussi un autre discours remarqué, c'est celui du chancelier allemand Friedrich Merz, qui a été un peu une réponse quelque part au discours de Marco Rubio. C'est vrai, alors... D'habitude, le chancelier allemand, qui intervient à Munich, intervient le deuxième jour. Mais là, Merz a demandé à intervenir le premier jour. Intervenir le premier jour, justement avant. Marco Rubio. Et ce qui était très intéressant, c'est que le ton, là aussi, et le fond ont été assez impressionnants. D'ailleurs, le grand continent parle d'un tournant gaulliste en parlant de ce discours de Friedrich Merz, du chancelier allemand. Il a surtout énumérer sa doctrine en 4 points. Je vais aller vraiment très vite. D'abord, renforcer l'Allemagne, on l'a compris, mais il a vraiment insisté sur l'importance de renforcer notamment le militaire. Donc l'Allemagne, il appelant l'Allemagne à devenir la première puissance militaire conventionnelle en Europe. Donc très fort. Renforcer l'Europe également, renforcer l'Europe en luttant contre la bureaucratie. Il a parlé de l'Europe à plusieurs vitesses, le E3 notamment, France, Allemagne, Royaume-Uni, mais aussi ce qu'il appelait les meneurs de jeu avec l'Italie et la Pologne. Il a parlé de la dissuasion nucléaire et l'importance du dialogue en cours avec la France. Et peut-être le point le plus important, en écho, presque en avance de ce qu'allait dire Rubio, il a souligné l'importance de renouveler le partenariat entre les États-Unis et l'Europe, parce que lui parle d'un fossé, il parle d'une profonde fracture entre l'Europe et les États-Unis, ce qui, et c'était son 4e et dernier point, doit appeler l'Europe à nouer des partenariats stratégiques avec les autres parties du monde. Donc un vrai discours géopolitique avec une certaine ampleur et qui montre que le chancelier est vraiment en train de rentrer pleinement dans la réalité du monde. Mais sur la dissuasion nucléaire, c'est presque là où il y a les plus grandes oppositions, parce que Marco Rubio dit il n'y a pas de discussion sur le fait de sortir d'un parapluie américain, alors que Friedrich Merz dit si, on discute. Et c'est vraiment l'incarnation de cette autonomie stratégique que certains appellent en Europe, mais qui va aussi trouver des résistances parce que il y a toujours un courant atlantiste en Europe, porté par exemple par Giorgia Meloni en Italie. On ne peut pas se passer de ce lien transatlantique, là où aujourd'hui des voix, que ce soit celle du président français ou du chancelier allemand, commencent à dire bien sûr qu'on restera amis avec les Américains, mais le monde se reconstruit et l'Europe doit être plus indépendante, plus souveraine, plus autonome. Merci beaucoup Alexis Kerkling, Marchal est venu ce matin dans la matinale de l'économie.